Vendredi 13 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, la journée mondiale de la radio a été célébrée ce 13 février. Le thème retenu cette année est la radio et l'intelligence artificielle. Une émission spéciale commune a réuni plusieurs stations de radio aujourd'hui à la radio nationale à Anoussi. Diverses initiatives ont également été organisées par différentes stations dans la radio Viva 98.8 qui a marqué cette journée par une activité particulière. Reportage de Radraman Anzatouf et Kevin Ravonersan. Chaque année, le 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio. Outre la sensibilisation et les différentes émissions diffusées, la radio constitue également un moyen rapide de transmission de l'information selon les explications d'un technicien spécialisé dans la radiodiffusion. Jusqu'à présent, malgré les diverses évolutions dans le domaine de la communication, la radio demeure l'un des moyens de communication les plus suivis. Elle a l'avantage de couvrir les zones les plus reculées, y compris celles considérées comme enclavées. Les stations de radio sont aujourd'hui nombreuses, mais chacune devrait veiller à adopter un positionnement cohérent d'après le responsable des médias de Viva. Une émission spéciale conjointe réunissant plusieurs stations de radio s'est tenue ce jour à la radio nationale à Anoussi. Diverses activités ont également été organisées par les différentes radios, parmi lesquelles Radio Viva 98.8 qui a marqué l'événement. Dans un tout autre sujet, selon le rapport provisoire publié ce matin par le BNGRC, à la suite du passage du cyclone Gézani à Madagascar, le nombre de décès s'élève désormais à 40. On dénombre également 269 407 sinistrés répartis dans 5 régions, Antsnan, Analamang, Analanzrouf, Alochamangour et Itassi. Reportage. Le nombre de personnes décédées suite au passage du cyclone Gézani continue d'augmenter. Le bilan fait état de 40 morts répartis comme suit: 32 à Toamasna 2, 2 à Toamasna 1, 2 à Mbatonjazak, 1 à Ndozorbé, une personne décédée à Brickaville, une personne à Nkazbé et une personne décédée à Manzakanjin. Ces chiffres proviennent des 5 régions et des 23 districts les plus touchés par le passage de Gézani à Madagascar, d'après le rapport publié aujourd'hui à 8h30 par le BNGRC. Outre les pertes humaines, 6 personnes sont portées disparues et 427 blessées. Le nombre total de sinistrés atteint 269 407, répartis dans 73 391 ménages. Parmi eux, 16 318 personnes issues de 2 794 ménages ont dû être déplacées. Concernant les infrastructures, 14 330 maisons sont inondées, 37 430 habitations sont endommagées, 18 797 sont totalement détruites, 561 salles de classe ont vu leur toiture complètement arrachée, 114 écoles sont partiellement endommagées et 71 établissements scolaires sont totalement détruites. Par ailleurs, 48 sites d'hébergement ont été mis en place dans les 23 districts des 5 régions concernées afin d'accueillir les sinistrés. Et la commune urbaine d'Antananarivo a dépêché des secouristes à Toamasna. Une collecte de dons a également été organisée hier devant l'hôtel de ville afin de venir en aide à la population de Toamasna. Toujours un reportage de Radraman Anzatouf et Kevin Ravonersan. Aucun dégât majeur n'a été constaté à Antananarivo à la suite du passage du cyclone Gézani. Certaines zones basses ont toutefois enregistré une montée des eaux et des mesures ont déjà été mises en place à cet effet. Face aux importants dégâts enregistrés à Toamasna, des concertations sont en cours entre la commune urbaine d'Antananarivo et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes au BNGRC en vue de l'envoi de secouristes sur place. Par solidarité avec la population de Toamasna, une collecte de dons est organisée sur le parvis d'Analankil depuis hier jusqu'à dimanche. L'ensemble des dons recueillis sera remis au maire de Toamasna pour être distribué aux habitants en difficulté. Le maire d'Antananarivo appelle la population à faire preuve de solidarité et à participer à cette action humanitaire.
Dans la page diverses, les 3 hommes impliqués dans la tentative d'acheminement de près de 600 kg de cannabis vers la capitale ont été interpellés et font actuellement l'objet d'une enquête. Au total, 588 kg de cannabis conditionné dans 48 sacs ont été saisis par la police du service de lutte contre les stupéfiants ou STUP relevant de la direction régionale de la sécurité publique de Matsa-Chamboun le 9 février 2026 vers midi au Fukuntan, Ibu, à la commune de la Kamisambouima, sur la route nationale numéro 7. Selon les informations, la drogue a été découverte lors d'un contrôle effectué par les forces de l'ordre à l'intérieur d'un véhicule. Toujours d'après les précisions, la marchandise était destinée à être transportée à Antananarivo. Et revenons dans la capitale afin d'améliorer la gestion et la régulation de la circulation dans le pays. 500 policiers ayant suivi une formation ont été immédiatement déployés sur le terrain. Cette formation visait à renforcer leurs compétences en matière de gestion de la circulation pour la promotion Maneve à Antanmour. Par ailleurs, 20 policières issues de la brigade féminine de proximité au BFP ont également entamé hier leur formation au commissariat central de Tsarlalan. Reportage de Felena Rakoutarsoul. Face aux difficultés liées à la circulation, il est nécessaire pour les policiers de continuer à acquérir des connaissances et à renforcer leur expérience afin de mieux maîtriser et organiser le trafic. Ainsi, 500 policiers ont participé à une session de renforcement des capacités en régulation de la circulation à Antanmour pendant 11 jours. L'objectif est de faire d'eux de véritables professionnels dans la gestion du trafic. Une cérémonie de remise de certificats a également été organisée en l'honneur des 5 policiers formateurs. En outre, 20 policières de la brigade féminine de proximité ou BFP ont commencé hier une formation à la conduite de moto au commissariat central de Tsarlalan. Cette formation se déroule en 2 phases. La première semaine est consacrée aux cours théoriques et la seconde semaine à la pratique. L'objectif est de renforcer l'expérience de ces femmes policières, notamment leurs compétences dans l'exercice de leurs fonctions, selon les explications. Toujours dans cette page sociale, un enfant sur 5 est contraint de porter des lunettes prématurément en raison d'une exposition prolongée aux écrans selon une étude menée auprès d'un médecin. Il est nécessaire de fixer un âge minimum ainsi qu'une durée limitée d'exposition aux écrans pour les enfants. Ce reportage présente les recommandations à ce sujet. Reportage signé Felena Rakoutarsoul et Radhouane Zatouf. La majorité des mineurs souffrent actuellement de problèmes liés à l'utilisation excessive des écrans, notamment des téléphones portables. Cette surexposition entraîne de nombreux effets néfastes au-delà des troubles oculaires, d'où la nécessité d'un encadrement. Selon les analyses des spécialistes en ophtalmologie, la durée d'exposition aux écrans doit varier en fonction de l'âge de l'enfant et de l'importance du contenu visionné. Aucun écran avant l'âge de 2 ans, 1 heure par jour maximum avec un contenu éducatif pour les enfants de 2 à 5 ans, 1 à 2 heures par jour pour les enfants de 6 à 9 ans en présence des parents. Environ 2 heures par jour sous surveillance étroite des parents pour les enfants de 10 à 12 ans, 2 à 3 heures par jour pour les adolescents de 13 à 17 ans. Ces derniers doivent être régulièrement interrogés sur les contenus qui les intéressent. Il est également important de rappeler que la qualité du contenu est primordiale. L'usage des écrans avant le coucher perturbe le sommeil. L'exemple donné par les parents a une influence quotidienne déterminante et les enfants ont besoin de temps d'échange direct avec leurs parents. Et puisqu'on le sait tous, demain, samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Nombreux sont ceux qui offrent un cadeau à leur bien-aimé à l'occasion justement de cette fête des amoureux. Certains choisissent des fleurs, d'autres préfèrent des présents durables pouvant être utilisés au quotidien. Reportage signé Felena Rakoutarsoul et Kevin Ravonersa. Les articles féminins figurent parmi les produits les plus demandés à l'approche de la Saint-Valentin, selon les commerçants. Les femmes constituent la majorité des clients depuis le début de la semaine. La fête des amoureux, célébrée depuis le XIVe siècle en Grande-Bretagne, gagne de plus en plus en popularité dans notre pays aujourd'hui. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. La tempête Nils frappe la France, laissant des milliers de foyers sans électricité en Haute-Vienne et en Dordogne. Les équipes d'Enedis et des habitants se mobilisent pour rétablir le courant, tandis que les vents violents menacent de nouveaux dégâts sur leur passage. France 24. Sous une pluie battante, ces agents doivent agir au plus vite.
Ici, en Haute-Vienne, la tempête a complètement endommagé ce câble électrique. Nous sommes en train de rétablir un fil à terre sur le réseau moyenne tension, qui a été sectionné par un arbre. Plus de chauffage, cette retraitée redoute des heures difficiles. J'ai le gaz, donc on peut faire le repas. Sinon, pour se chauffer, là on attend, mais moi je commence à sentir le froid là maintenant. Depuis hier, ces interventions se multiplient partout en France. 3000 agents d'Enedis ont été déployés pour secourir 450 000 foyers encore privés d'électricité ce matin. Heureusement, la commune de Coursac-en-Dordogne peut compter sur son héros Michel. Il répare pour ses voisins des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, c'est le 4e aujourd'hui que je répare, que je redémarre. Voilà. Il va falloir qu'on remette les groupes en marche. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas tourné. Alors là, mon collègue va me le remettre en route pour qu'on puisse avoir de l'électricité. La tempête Nils continue aujourd'hui sa route vers l'est. Ces vents violents pourraient faire d'autres dégâts. La commission électorale a annoncé la large victoire du Parti nationaliste du Bangladesh ou BNP de Tariq Rahman qui a remporté la majorité absolue des sièges à la Chambre unique du Parlement. Il devance largement son principal rival, la coalition des islamistes du Jamaat el-Islami qui interroge l'intégralité des scrutins. France 24. Une élection que de nombreux Bangladais considèrent comme historique. Après le soulèvement populaire mené par la génération Z et la chute de la première ministre Sheikh Hasina en 2024, les premières élections législatives du pays ont eu lieu ce jeudi. Le parti nationaliste, opposé au parti islamiste, revendique la victoire avec une large majorité. C'est un moment fascinant pour nous, car après 17 ans, nous avons enfin eu l'occasion de voter et nous avons pu voter pour les candidats du parti que nous aimons. Nous célébrons la victoire de notre parti politique préféré. C'est une grande victoire. Je suis un grand admirateur de Tariq Rahman. Tariq Rahman, le prochain Premier ministre du pays, est l'héritier d'une longue dynastie politique. Fils d'un père assassiné en 1981 et d'une mère 3 fois première ministre du Bangladesh. Mais pour les moins de 30 ans, la fameuse génération Z, il incarne l'espoir et le renouveau. Bien sûr, c'est le meilleur leader que nous puissions espérer. Je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il incarne le changement que nous attendons après ce qui s'est passé en 2024. Ce vendredi, la coalition menée par les islamistes du Jamaat et Islami conteste les résultats de ces élections législatives. Parallèlement aux élections, un référendum a été organisé sur un ensemble de réformes constitutionnelles, comme la mise en place d'un gouvernement intérimaire neutre pendant les périodes électorales, la transformation du Parlement avec la création d'une seconde chambre, le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la limitation à 2 mandats du Premier ministre et l'augmentation de la représentation des femmes. Et Donald Trump doit abroger hier jeudi un texte servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, un revirement contre lequel s'insurgent les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Ce retour en arrière, qui sera très probablement contesté en justice, portera un coup majeur à l'action climatique des États-Unis, premier contributeur historique d'émissions réchauffant la planète. France 24. Donald Trump fait face à des mineurs très enthousiastes pour défendre une énergie fossile. Le charbon est propre et beau. Le président annonce que l'armée américaine devra donner la priorité à l'électricité issue du charbon. Nous allons désormais acheter beaucoup de charbon par l'intermédiaire de l'armée, ce qui sera moins coûteux et beaucoup plus efficace que ce que nous utilisons depuis de nombreuses années. Depuis son retour au pouvoir, le républicain tente de relancer cette industrie par tous les moyens, en stimulant l'extraction ou en obligeant à maintenir ouvertes des centrales qui devaient fermer. En avril, Donald Trump avait déjà annoncé détricoter certaines normes. Nous allons supprimer les restrictions environnementales de l'ère Biden. Ce sont ces restrictions qui ont rendu impossible toute action liée à l'énergie, même au-delà du charbon.
Donald Trump mise sur le charbon pour alimenter les centres de données très énergivores et gagner la course à l'intelligence artificielle. Une politique qui va à l'encontre de l'évolution du secteur de l'énergie aux États-Unis. En 2023, le charbon représentait 16% de la production totale d'énergie, contre 50% en 2000. Cette énergie très polluante était remplacée peu à peu par les énergies renouvelables. Face au président américain, le GIEC alerte. Si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les mesures à prendre sont évidentes. Nous devons réduire très significativement les émissions liées à l'occupation des sols et à l'énergie. Les États-Unis sont particulièrement dans le viseur. Ils sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suivi de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.